Voilà, deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau VIA, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et avec TV5 Monde et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Thierry Mariani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat au Rassemblement national pour les européennes et vous êtes l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et Pascal Jalabert, qui dirige le bureau parisien du groupe EBRA, 9 journaux de la presse quotidienne régionale. Et vous êtes ce matin ici pour le Dauphiné, ex-Dauphiné libéré. Votre interview... Non, toujours Dauphiné libéré. Toujours Dauphiné libéré. C'est le critérium cycliste qui est devenu Dauphiné, mais le Dauphiné reste libéré. Merci de la précision. Thierry Mariani, votre interview sera retransmise sur les sites internet en vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30. Ce matin, on démarre avec l'actualité, un week-end de manifestations, de violences parfois. À Lyon, des extrémistes de droite et de gauche se sont violemment affrontés. Est-ce que vous dites ce matin, comme le dit Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, que ça suffit ? Ça suffit d'avoir effectivement ces violences samedi après samedi, mais je vais pas. C'est aux Gilets jaunes de savoir s'ils doivent continuer à manifester ou pas. Voilà, il ne faut pas caricaturer. On a des milliers de gens qui manifestent. On ne va pas polémiquer sur les nombres, et on a quelques dizaines ou centaines de casseurs. C'est très limité. Voilà. Et la majorité des gens qui manifestent, c'est des braves gens. Donc s'ils veulent continuer à manifester, c'est leur droit. Voilà. Après, je crois aussi que c'est le devoir du ministère d'encadrer ou de protéger les commerçants. On a eu ce week-end encore des blessés parmi les forces de l'ordre, des blessés parmi les manifestants, des commerces saccagés. J'étais à quelques centaines de mètres d'ici, par exemple... une librairie qui est bien connue, je le dis, la nouvelle librairie qui a été étiquetée à droite, qui a été complètement saccagée, par des gauchistes, soyons clairs. Donc, il faut maintenant que le gouvernement rétablisse l'ordre, mais surtout, il faut que le gouvernement apporte une réponse politique qui sera le seul moyen de calmer et de rassurer ces personnes qui manifestent. Comment on fait une loi anti-casseurs, on prend des mesures beaucoup plus sévères, on interdit les manifestants. Comment on fait pour arrêter ? On écoute d'abord les gens. Je pense qu'avant d'éteindre un incendie, il faut éviter de l'allumer. Si aujourd'hui on a cet incendie, rappelons-le quand même, c'est parce que M. Macron, pendant des jours et des semaines, n'a pas voulu répondre aux Français. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des shows chaque semaine de plusieurs heures en face les maires de France. C'est très bien. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a un mois ou deux, il ne voulait même pas aller au congrès des maires, qu'il a snobé. Donc vous dites que c'est la faute d'Emmanuel Macron si on en est là Oui, aujourd'hui ? bien sûr. Je pense que François Hollande ou Nicolas Sarkozy n'auraient jamais laissé cette situation dégénérer. On voyait bien qu'il y avait un malaise qui montait dans la population. On voyait bien qu'il y avait des demandes de réponse. Et au lieu de ça, on a eu un président de la République qui était aux abonnés absents, qui envoyait ses ministres. Quand les gens ont l'impression qu'ils sont méprisés... Pourquoi il a tant tardé à répondre ? Pourquoi il a tant tardé ? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne comprend pas les Français. C'est ça le pire. Qui ne comprend pas les Français. Et malheureusement, les Français, je vais dire, le ressentent bien, ou heureusement le ressentent bien, parce qu'à l'inverse, j'ai jamais vu une telle, j'ai presque envie de dire, haine ou rancœur qu'entre un président de la République, même c'est par moments excessif quand on écoute les propos. Et justement, cette loi anti-casseurs, vous ne pouvez pas être contre quand même. Il y a des mesures efficaces pour arrêter. Alors, je suis toujours favorable aux lois qui luttent vraiment contre les casseurs, pas contre les manifestants. Première remarque sur cette loi, chacun a compris que c'était une loi de circonstance. Vous êtes bien placé ici pour savoir que c'était une loi à l'origine du Sénat, dans un autre contexte, et que le gouvernement a récupéré en la mettant à sa sauce. Deuxièmement, il y a quand même dans cette loi des articles qui sont quand même préoccupants. J'espère que le Sénat les corrigera, à savoir par exemple sur, entre guillemets, des arrestations préventives pour des manifestants, qui, en d'autres temps, aurait déchaîné les passions et qui, aujourd'hui, passe un peu comme une lettre à la poste. Se défendre contre les casseurs, oui. Empêcher la liberté de manifestation ou la restreindre, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète d'autant plus que ce n'est pas quelque chose d'isolé. Quand j'entends, comme vous, les réflexions de Monsieur le Président de la République sur la presse, où il est aujourd'hui obsédé par les fake news, où il explique en off, comme on dit, à des journalistes qu'il faudrait mettre une sorte de conseil de contrôle par la presse elle-même, des journaux, etc. C'est quand même hallucinant. Aucun président n'a osé avoir cette idée et l'exprimer. Donc on est quand même dans une dérive
que je pèse mes mots, que je qualifie de totalitaire. Vous savez, le fascisme, c'est quand on vous oblige à faire. Le totalitarisme, c'est quand on vous oblige à penser. On est dans une dérive totalitaire où aujourd'hui, il y a une pensée. Petit à petit, on doit rentrer dedans. C'est pas le Venezuela, quand même. C'est pas le Venezuela, heureusement. Bon. Mais quand Macron, on en est à Macron, contrôler... Quand on en est à vouloir contrôler la presse, quand on en est à vouloir, par certaines lois, mettre les médias sous contrôle, on se rapproche plus de la Pravda. Le totalitarisme, vous comparez Macron à un dirigeant totalitaire. Je dis qu'on est sur une pente totalitaire dans ce pays où, dans plein de sujets, on oblige les gens à penser ou on les conditionne à penser. Je vais vous prendre un exemple qui est totalement passé inaperçu et qui, moi, me choque. Et je ne sais pas comment vos auditeurs réagiraient. On a agréé, par exemple, dans la plus totale discrétion, au début du mois de janvier, l'association SOS Méditerranée. C'est-à-dire que, par l'éducation nationale, c'est-à-dire que désormais, une association qui est ouvertement politique peut aller dans vos écoles de vos enfants, expliquer à vos enfants que le rôle public, ça doit être d'accueillir tous les immigrés sans papier, etc. C'est pas du conditionnement de l'esprit. Voilà, je pense que quand on en est là à faire certaines choses auprès des enfants, il y a quand même quelques questions à se poser. Et en tant que journaliste, si les propos qu'a eu Emmanuel Macron sur la mise en place d'une sorte de conseil de presse, c'est un peu flou, pour contrôler l'information par d'autres journalistes, ça ne vous inquiète pas, écoutez, vous avez beaucoup de chance. Je crois qu'il y a beaucoup de vos confrères qui sont un peu préoccupés comme moi. Alors, il y a aussi un fort parfum d'anti-parlementarisme dans les manifestations de ce week-end. Plus de 70 parlementaires victimes d'attaques, victimes d'insultes. Est-ce que ça aussi, ça vous inquiète ? Bien sûr, je veux dire, de toute façon, toute violence est inadmissible, qu'elle soit contre des parlementaires, qu'elle soit contre des manifestants, qu'elle soit contre des policiers. Voilà, toute violence est inadmissible. Après, excusez-moi, moi j'ai été 25 ans député, ma permanence a été attaquée une dizaine de fois, saccagée 2-3 fois. Écoutez, les élus du Nouveau Monde découvrent le Nouveau Monde, voilà, point final. Quand on est parlementaire, on est pas spécifique aux Gilets jaunes. C'est pas spécifique aux Gilets jaunes. Et puis, quand on est parlementaire, excusez-moi, il faut savoir que sa permanence, on recevra... De là à brûler une maison, oui, de là à brûler une maison, c'est inadmissible, bien qu'on ait encore, je vous rappelle, quand même, aucune preuve que ce soit lié aux Gilets jaunes. Je me permets quand même de vous rappeler... Oui, on ne dit pas ça, mais M. Griveaux, dans un tweet, mélange plein de choses pour faire cette accumulation. Une inscription ignoble. Raciste sur un commerce, alors après on apprend qu'elle a été faite... Antisémite, hein. Oui, j'ai bien dit raciste. Ignoble et raciste, oui, bien sûr. Mais tout racisme, qu'il soit antisémite ou autre, est ignoble pour moi, voilà. Mais on sait que l'inscription a été faite le vendredi. Le commerçant l'a dit lui-même. Donc ça n'a aucun rapport avec les Gilets jaunes. Après, l'incendie de la maison de M. Ferrand... avec la haine qui se dégage. Un climat, on va dire un climat. Ce climat de haine, malheureusement, madame, il y a toujours eu des inscriptions antiracistes qu'on condamne, etc., avant les Gilets jaunes. C'est hélas pas nouveau et je crains que ça continue. Non, mais sans parler des Gilets jaunes, comment vous exprimez ce climat de haine qu'il y a dans le pays, cet antiparlementarisme, cet antisémitisme ? Je ne relie pas les deux. Attendez, antiparlementarisme et antisémitisme, je pense que voilà, il ne faut pas relier les deux. Et il y a chez les Gilets jaunes une sorte de rejet des élus, parce qu'il y a une sorte de rejet des élites, parce qu'il y a un ras-le-bol, parce que quand on gagne 1 200 € par mois, c'est évident. D'Emmanuel Macron, c'est ça la question. Ça date pas d'Emmanuel Macron, mais bon, ça a été cristallisé là cette fois. Mais il y a toujours eu des révoltes, entre guillemets, dont les élus ont fait de temps en temps les frais. Thierry le grand débat, ça c'est pas d'une pente totalitaire. Il y a 700 000 contributions, 4 500 débats locaux. Pourquoi vous n'y participez pas alors qu'en plus on y remue des idées qui sont celles que vous portez sur la place publique? Alors d'abord, j'y participerai si je suis invité. J'attends qu'il y en ait un dans mon quartier, pourquoi pas. Vous savez, c'est où votre quartier? Vous pourriez y aller. Oh, j'habite le 17e. D'accord. Voilà. À Paris. À Paris, oui, à 17e à Paris. Bon, invitation, ceux du 17e qui veulent convier Thierry Mariani. Peut-être qu'il y en a eu que je n'ai pas vu, mais bon, s'il y en a où je peux aller, j'irai avec plaisir. Mais, je vous rappelle que dans quelques jours, on a le salon de l'agriculture. J'écoutais ce matin encore des responsables agricoles qui nous disaient, par exemple, qu'ils avaient une sorte de grand débat au niveau de l'agriculture il y a à peine un an. Vous vous souvenez bien, les assises de l'alimentation. Que c'était beau, qu'il y avait eu beaucoup de propos et que rien n'en était sorti. Voilà. Le fait d'avoir 500 000 ou 800 000 contributions, ça ne garantit pas forcément qu'on aura quelque chose de concret qui en sortira. De toute façon, les Français ont compris qu'aujourd'hui, le seul qui mène le jeu et qui choisira finalement, c'est le président de la République. Donc ce débat ne sert à rien pour vous, c'est ça ? J'espère simplement que cela ne finira pas par un référendum le même jour
que le scrutin européen, parce que je pense que c'est deux enjeux totalement différents. C'est Thierry Mariani, candidat sur la liste Rassemblement National aux Européennes, qui est notre invité politique ce matin. Alors la réponse du Rassemblement National à la crise que connaissent nos territoires, c'est la préférence locale, Thierry Mariani. Est-ce que c'est une réponse suffisante face à la mondialisation qu'on connaît tous, que l'Europe connaît? C'est l'une des réponses, mais bien sûr, ce n'est pas la seule réponse. Avant tout, il faut, au niveau européen, changer de politique. On voit par exemple qu'on est aujourd'hui la zone mondiale qui est le plus ouverte à la concurrence internationale. Paradoxalement aussi la zone mondiale qui a la plus faible croissance. Mais comme l'a développé Marine Le Pen ce week-end, c'est vrai que la préférence locale fait partie des mesures qu'on cherche à développer et qui en plus rentrent tout à fait dans une politique écologique. Alors faut-il garder tous les échelons, toutes les collectivités locales qui existent aujourd'hui, puisque vous voulez repartir du local? À mon avis, on dit tous qu'il faut simplifier. Moi, ça fait 20 ans que on dit tous le même discours, il faut simplifier. Et je constate qu'en 20 ans, on en a rajouté. Parce qu'on a rajouté les communautés de communes, et puis les agglos. Voilà. Oui, il faut un jour, j'allais dire, un Big Bang ou un simplifié avec 2-3 niveaux. Mais, parce que paradoxalement, c'est que chaque niveau crée aussi ses impôts. Et donc, en réalité, dans leur grand ras-le-bol fiscal, il y a les impôts qui se sont rajoutés. Moi, j'ai connu la création des communautés de communes. Au départ, c'était très peu d'impôts. Et puis maintenant, c'est comme les agglos, c'est les impôts non négligeables. Juste une petite précision avant de passer aux européennes sur ce que vous nous avez dit sur le référendum, qu'on comprenne bien votre position. Vous êtes contre un référendum le jour des européennes ou contre un référendum tout court? Non, je suis contre un référendum le jour des européennes. Je pense que ça apparaîtrait comme un coup politique. Voilà. Et de toute façon, je crois que même le président du Sénat est exactement sur cette ligne. Mais oui, voilà. Un référendum. Après, c'est le président qui a les cartes en main. Oui, un référendum, s'il y a des vraies questions. Mais moi, je pense qu'attention, si le référendum, si c'est des questions où tout le monde est d'accord, exemple, est-ce que vous voulez moins de parlementaires? Vous êtes sûr que la réponse est oui, 80%. Il y a des vraies questions. Est-ce que vous voulez, par exemple, ce fameux référendum d'initiative citoyenne? À mon avis, s'il y a une seule réforme, c'est celle-là, parce qu'elle les contient toutes. Ça fait un référendum sur le référendum, c'est quand même bizarre, oui, mais regardez... Hier à Genève, par exemple, les Suisses, les Genevois, je ne sais pas comment on dit, se sont prononcés sur 3 questions. Il y a des débats, regardez les débats, par exemple, sur les questions de société, où on a des débats qui divisent la société sans cesse, etc. Il y a un moment où il faut donner la parole au peuple pour trancher. Le mariage pour tous, vous l'auriez mis au référendum? Oui, à l'époque, je pense qu'il fallait le mettre au référendum, et puis après, on gagne, on perd, mais au moins le peuple a choisi. À l'époque, donc on ne revient pas dessus, plus maintenant. Je pense qu'il y a des moments où il ne faut pas revenir. Non, quand les choses sont... voilà, il y a des choses... C'est fait, c'est fait. Sur les européennes, puisque vous avez rejoint la liste Rassemblement National, avec notamment Jean-Paul Garot, ancien LR comme vous, est-ce qu'il y aura d'autres ralliements de droite? C'est possible, mais ce n'est pas encore acté. Et puis de toute façon, la suite de la liste sera connue dans les semaines à venir. Mais c'est possible? Tout est possible. Vous avez des noms, vous avez des contacts? Tout est possible. Nicolas Dupont-Aignan a de nouveau lancé ce week-end un appel à l'union des droites. Elle n'est pas taboue, dit-il. Vous y étiez favorable. Vous, Bien pourquoi sûr. Ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que, vous savez, quand on dit union, chacun pense aussi, et c'est logique, un peu à sa boutique. Marine Le Pen avait proposé quelque chose qui n'a pas été accepté par Nicolas. Je le regrette. C'était que tous les deux partent en fin de liste et qu'il y ait une liste commune. Voilà, je pense qu'il y a un double enjeu à ces élections européennes. Chacun le sait très bien. L'Europe, et il y aura aussi un message pour la France. Et nous regarderons tous qui arrive premier. Est-ce que ce sera la liste soutenue par le président de la République ou est-ce que ce sera une autre liste? Donc à la fois l'Europe, mais en même temps un référendum pour anti-Macron, c'est ça? Pas un référendum, mais un vote pour ou contre Macron après 2 ans. Je pense que le meilleur... Aujourd'hui, les Français, visiblement, ne sont pas enthousiasmés par ce président. Le message à envoyer, c'était aussi un message pour dire non à Macron. Et une liste unique, c'était la meilleure des choses, à mon avis, pour être assuré que ce message passe. Alors, votre ancien parti, donc les Républicains, lui, il a investi le philosophe François-Xavier Bellamy, qui incarne quand même une aile très conservatrice. Au fond, vous auriez pu être avec lui ou l'appeler à venir dans cette union des droites. Je pense qu'en réalité, Bellamy, il ne faut pas oublier que c'est une liste et qu'après cette liste a une politique qu'elle défend à Bruxelles. On oublie trop souvent. Voilà. Bellamy est quelqu'un que je trouve plutôt sympathique, mais sans mauvais jeu de mots, j'ai l'impression que c'est un bel alibi. Un bel alibi, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça fait oublier la suite de la liste. La numéro 2, qui est quelqu'un de valeur, c'est que des gens de valeur. Attention, que je les connais personnellement, mais je permettrai de ne pas partager leur opinion. Agnès Séveraine, c'est quelqu'un qui était porte-parole de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est quelqu'un qui est proche de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qui il y a quelques jours encore, disait qu'il faut faire payer cher aux Britanniques la volonté d'avoir voulu quitter l'Union européenne.
Le numéro 3, c'est Arnaud Danjean, quelqu'un aussi de qualité, mais qui est très atlantiste, qui au niveau des votes au Parlement européen, a pas du tout voté très souvent ce que disent les Républicains à Paris. Voilà, il y a un double discours. On est souverainiste à Paris et on suit aveuglément les Allemands au sein du PPE à Bruxelles. Voilà. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas de savoir si la tête de liste est bien, pas bien, séduisante ou pas séduisante. Mais est-ce qu'elle est séduisante et est-ce qu'elle va séduire une partie de l'électorat du Rassemblement national? Je pense, et j'ai quitté les Républicains pour ça, je pense qu'aux Républicains, il n'y a plus de ligne politique. La seule ligne politique, excusez-moi, aux Républicains aujourd'hui, c'est on reste ensemble. On reste ensemble, on ne sait pas tellement pourquoi. Parce qu'entre une partie des Républicains qui est ouvertement attachée à, on va dire, plus d'Europe, à continuer la politique européenne dans le même sens que celui engagé par M. Juncker, et d'autres qui sont beaucoup plus réservés avec une ligne plus souverainiste, il n'y a aucune unité. Ça a toujours été le cas. Vous êtes un ancien de l'UDR, du RPR, ça n'a pas toujours été le cas. Et il y avait, vous le savez bien, entre entre Pasqua et Jacques Chaban-Delmas, par exemple. Vous connaissez bien la vie politique française, ça n'a pas toujours été le cas. C'est toujours le cas depuis l'UMP. Mais avant, souvenez-vous, sous Jacques Chirac, on ne va pas revenir à l'appel de Cochin, etc., il y avait une liste. Il y avait les deux lignes politiques qui étaient très claires. L'appel de Cochin, ça n'a pas été une réussite. Ça n'a pas été une réussite, d'accord, mais c'était une ligne politique. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas avoir des parlementaires. Je prends qu'un seul vote qui, pour moi, est révélateur. On passe son temps aux Républicains à dire qu'il faut défendre les nations, etc. Laurent Wauquiez reçoit M. Orban et lui assure de son soutien. Quelques jours après, au Parlement européen, 3 parlementaires seulement sur 20 des Républicains soutiennent la Hongrie dans sa volonté d'appliquer sa politique. Où est la cohérence? Juste pour vous, le Rassemblement national sera en tête au soir du 26 mai? J'en sais rien, mais à mon avis, seul le Rassemblement national propose une solution qui consiste aujourd'hui à rester dans l'Europe, en étant attaché à l'euro, c'est très clair aujourd'hui, mais surtout à changer l'Europe de l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est possible grâce à ce qui se passe dans de nombreux pays. Thierry Mariani, vous avez été ministre chargé des Transports de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. La droite, votre ancien parti, vous accuse d'être passé chez l'ennemi, une forme de traîtrise. Comment vous vivez cela et comment vous sentez-vous dans cette nouvelle famille? Je vais vous dire, j'ai un regret, c'est de ne pas y être allé plus tôt. Parce que finalement, je m'y sens très bien. Pour certains qui ont connu une formation qui s'appelait le RPR, qui était une une formation populaire, etc. Voilà. Non, je pense que moi, je suis fidèle à mes idées. Voilà, je suis fidèle aux idées. Tout à l'heure, vous disiez. Pour beaucoup d'auditeurs, ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'appel de Cochin, ça n'a pas été une réussite. Et c'est vrai, vous avez raison. Sauf que c'était un courant d'idées qui, aujourd'hui, existe encore au sein du Rassemblement national, c'est-à-dire des gens qui sont attachés à une certaine identité de la France, une certaine identité de l'Europe, mais qui ne veulent pas forcément que la France disparaisse dans une sorte de magma européen, en gardant notre authenticité. Donc voilà, moi, je crois, je le disais, que le drame aujourd'hui des Républicains, c'est qu'il n'y a plus d'espace entre ceux qui partent, que Macron a fait exploser le paysage politique, qu'entre ceux qui rejoignent Macron ou ceux qui rejoignent le Rassemblement national, où est la ligne claire des Républicains? Je la cherche. Merci Thierry. Mariani, vous avez des nouvelles de Nicolas Sarkozy? Non, aucune. Aucun contact? Non, mais moi j'ai toujours dit, j'ai été un fidèle de Nicolas Sarkozy, pas un intime, donc il n'y a aucun problème entre nous. Thierry Mariani, candidat donc sur la liste Rassemblement national aux élections européennes, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir été notre invité. On passe au débrief de l'actualité. Merci Pascal Jalbert, merci Oriane Mancini. Voilà, Thierry Mariani quitte ce plateau, c'est en direct. Font leurs entrées Hubert Couliouet, qui était déjà présent dans la première partie de cette émission, qui est directeur de l'information du Télégramme et président de TBO et TB Sud, les chaînes TNT de Bretagne. Et Pierre Dumazeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, de la lettre de l'expansion. Pierre Dumazeau, vous dirigez la rédaction de la lettre de l'expansion. Alors, Thierry Mariani a dit une chose intéressante à l'issue de ces élections européennes. Au fond, on regardera qui des deux grandes listes, celle soutenue par le président de la République et celle soutenue par Marine Le Pen sera arrivée en tête et au fond le jugement sera là. C'est à la fois un test pour l'Europe, a-t-il dit, mais aussi pour la France. Oui, c'est vrai, parce que ce référendum, de toute façon, les élections européennes, il y a toujours ce risque qu'elles se transforment en une sorte de référendum pour ou contre Emmanuel Macron. C'est ça le risque. Et le chef de l'État a fait ce pari, disons, de la liste progressiste contre
toutes les autres. C'est le pari, dès le départ, d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que ça va en dire long. Il y aura un double aussi, message. Exactement, double message, et ça va en dire long sur l'état du système politique français. Regardez par exemple le nombre de listes de gauche qui risque d'y avoir. Elles n'arrivent pas à s'unir. Donc ça dit quelque chose. Si les Républicains, disons, font 10% et Nicolas Dupont-Aignan fait 9%, ça va dire quelque chose du paysage politique aussi en France. Donc oui, absolument, double message. On regardera qui arrivera en tête. On scrutera, Hubert Coudurier. J'ai trouvé Mariani pas très convaincant sur la dérive totalitaire du pays, quand il parle effectivement d'un président obsédé par les fake news qui voudrait créer un conseil de la presse. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de totalitaire, à part le fait qu'il y a peut-être des bataillons de voltigeurs qui utilisent un peu trop les balles de défense et qui sont pas très bien contrôlés. On a un gouvernement qui... mais enfin, il faut pas tout mélanger aujourd'hui et dire n'importe quoi. Sur les européennes. On a un gouvernement qui cherche la sortie et qui a du mal, qui est pris dans un étau budgétaire et institutionnel. Sur les européennes, il a raison. Il y a eu un jeu de mots amusant sur bel ami, bel alibi. Bon, d'accord. C'est vrai que les Républicains sont écrabouillés aujourd'hui par le macronisme, que la ligne, il n'y a pas de ligne, que Laurent Wauquiez, finalement, a de nombreux challengers et qu'il a du mal à faire entendre une voix claire sur les principaux sujets du pays. Donc, effectivement, le paysage est complètement explosé. Vous disiez que si, effectivement, Dupont-Aignan atteint le même niveau que les Républicains, on se demandera où est la droite. C'est le problème aujourd'hui et c'est ce qui permet à Macron de survivre. Parce que finalement, il n'a pas d'adversaire. La gauche est également atomisée, sinon plus. Donc finalement, il règne sur le chaos. C'est ce qu'il voulait depuis le début. D'autres ralliements sont à attendre des Républicains vers cette liste Rassemblement National. Il a l'air de dire que ce serait possible. Vous avez vu, Thierry Mariani? Oui, je ne suis pas dans le secret, dans le secret des dieux, mais le ralliement, en tout cas celui de Thierry Mariani, c'est un symbole extrêmement fort. Parce que pour un homme qui a fait toute sa carrière aux Républicains, rejoindre ancien ministre, François Fillon, proche de Nicolas Sarkozy, rejoindre le Rassemblement National, ça veut dire quelque chose. Une prise de guerre importante pour Marine Le Pen, c'est ce que Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout comme l'était le soutien de Dupont-Aignan à l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Tout ça, c'est des petits signes, effectivement. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres aliments? Ça, seul l'avenir pourra le dire. Le problème de la droite en France, c'est qu'elle n'est pas courageuse. Nicolas Sarkozy avait réussi à la décomplexer. Ça a marché un certain temps. Il y a eu la crise économique et financière qui lui a scié les pattes et il a cristallisé contre lui des oppositions féroces et le clivage était à son apogée. Aujourd'hui, la droite ne cristallise plus rien. Elle n'a plus rien à dire, elle n'a pas travaillé, elle se laisse un peu déborder par des mouvements minoritaires comme Sens commun, en essayant de se réfugier dans les valeurs. Elle n'a pas de projet économique et c'est ce qui compte aujourd'hui. C'est un projet économique qui permettrait de redonner effectivement confiance aux Français, de consolider les classes moyennes et de donner du pouvoir d'achat. Alors un ministre qui vient plutôt de la droite, c'est Jean-Michel Blanquer, Pierre Dumazeau. Il va présenter les principaux points du projet de la loi Blanquer sur l'école de la confiance. Principalement beaucoup de points, mais principalement ce conseil d'évaluation de l'école. Il veut quoi? Il veut faire quoi par rapport à ce mammouth dont on parlait, dont un prédécesseur de Jean-Michel Blanquer parlait. Tout à fait. Déjà, il faut rappeler que Jean-Michel Blanquer, c'est l'un des ministres préférés du gouvernement, très populaire parmi les Français. Et c'est le ministre que la droite aurait rêvé d'avoir et qui a le courage de faire ce que, en matière d'éducation nationale, en tout cas, il tient un discours que la droite pense, mais qu'elle n'a jamais osé vraiment tenir. Donc pour ça, Jean-Michel Blanquer... C'est la droite décomplexée dont parle Hubert Coudurier. C'est surtout un excellent communicant. Et pas seulement, il y a aussi des idées sur ce projet de loi d'école de la confiance. Il y a énormément de points et je pense que ce sera... Formation des enseignants, recrutement des assistants d'éducation. Et je pense que ce sera discuté à l'Assemblée nationale de façon beaucoup plus sereine que d'autres lois. Alors, on ne va pas toutes les citer, mais que la loi Pacte, par exemple. Ce sera de façon beaucoup plus sereine parce que ça rassemble. Je ne dis pas que cette loi fait un total consensus, mais quand même, il y a une partie de la droite qui est assez à l'aise avec cette loi. Et Jean-Michel Blanquer, effectivement, il veut absolument tout changer dans l'éducation nationale. Il y a eu ce discours de respect, il y a eu ce discours d'exemplarité, vous le rappeliez, tous ces mots-là qu'on avait un peu tendance à oublier Contrôle depuis de quelques années. L'instruction en famille renforcée.
Il y a quand même un peu ça va être des points, le sentiment que même si il est relativement efficace dans son secteur, ou en tout cas qu'il tient un discours qu'on veut entendre, Emmanuel Macron est seul. Il a une gestion solitaire du pouvoir, il n'a pas de relais, que les ministres n'existent pas autour de lui. Blanquer, c'est un des rares qui existe. Exactement, mais pas dans un discours global qui permettrait de relayer la pensée présidentielle. Il couvre quoi? La droite avec Blanquer? Avec Jean-Michel Blanquer, c'est ça, Pierre? Moi, je suis convaincu, une partie de la droite. Et il faut quand même souligner quelque chose, une autre idée assez chère à la droite, c'est le duo que forme Blanquer avec le jeune secrétaire d'État Gabriel Attal, avec le service national universel pour les jeunes. Ça aussi, c'est une idée forte que la droite y a beaucoup pensé. Et finalement, elle n'a pas trop osé le faire, se contentant de parler d'éducation civique, etc. Alors, je dis pas, effectivement, je dis pas que c'est la panacée et que tout va se résoudre, loin de là. Mais il y a un début de quelque chose et je trouve que le duo que forme Blanquer avec Attal, c'est assez intéressant à observer politiquement. Alors, Attal est un des rares ministres, sous-ministres, il est quand même très jeune, il a 29 ans, qui réussit à exister dans le débat politique et à relayer la parole présidentielle. Mais ça montre quand même que cette équipe est démunie et qu'elle manque... il y a beaucoup de chevaux légers, mais ça manque de poids lourds. Merci beaucoup Pierre Dumazeau de la Lettre de l'Expansion. Vous dirigez la rédaction. Et merci beaucoup Hubert Coudurier. Vous dirigez l'information du Télégramme. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos, entre autres ce matin, avec le Zap Matin de Christophe Combario. On se retrouve après. Devant l'Assemblée nationale, au milieu des heurts, un gilet jaune a été très grièvement blessé. L'homme d'une trentaine d'années, plombier de profession, a eu 4 doigts arrachés, probablement à cause d'une grenade de désencerclement. Il m'a dit, on est arrivé devant l'Assemblée nationale, hier. On devait continuer le cortège, déclaré, boulevard Saint-Germain. La police a tout bloqué et nous a aspergé de gaz. Et à ce moment-là, des éléments violents, des gens dangereux, ont été laissés rentrer devant les caméras de télévision. Il y a eu une attaque contre le fronton de l'Assemblée nationale, des gens qui manifestement voulaient rentrer dans l'Assemblée nationale. Les gendarmes se sont déplacés d'ailleurs pour protéger les grilles et se sont retrouvés à un moment donné encerclés face à une foule très hostile et ils ont voulu se désencercler, comme vous le dites. J'accuse le gouvernement chaque semaine de scénariser ces violences pour discréditer un mouvement social sincère et profond. Il faut aussi que les oppositions elles arrêtent de jouer un jeu de dupes. Moi, je vois Marine Le Pen, par exemple. C'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Face caméra, elle accuse. Hors champ, elle excuse. C'est ce genre de double visage, ça mène à des violences. On ne peut pas souffler comme ça le chaud et le froid. Je pense qu'il y a un mélange de radicalisation politique ou d'extrême. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a une espèce d'autorisation à la violence. Et là, ça nous concerne tous comme citoyens. Parce que si on accepte que le mode d'expression pour dire ce qu'on a à dire, soit la violence, il n'y a pas d'issue pour la République et la démocratie. Ça ne justifie pas, mais on s'étonne qu'il y a de la violence, puisqu'en plus, ces mesures du 10 décembre ont été obtenues du fait de la violence. Donc, c'est pas qu'on la relativise, c'est qu'on doit dire, effectivement, à un moment donné, c'est la violence qui a permis l'obtention d'un certain nombre d'avancées. En l'espace de quelques jours, on a essayé de brûler la maison du président de l'Assemblée nationale. On a incendié des véhicules des forces armées qui luttent contre le terrorisme. On a essayé de pénétrer de force dans l'Assemblée nationale. Je crois que tout ça est inouï. Il y a un niveau de violence qui a été franchi, qui est absolument condamnable. Moi, j'ai envoyé un texto à Richard Ferrand dès le soir, parce que j'étais choqué, je pense, comme beaucoup d'élus. Et puis, en plus, Richard Ferrand est un de ceux qui, quand nous avons eu, par exemple, maille à partir avec l'extrême droite, des menaces, etc., a toujours le mot qu'il faut. Effectivement, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Toute violence contre des élus du fait de leur mandat doit être totalement condamnée, comme doit être condamnée absolument la violence qui s'exprime en ce moment et qui s'est exprimée à nouveau ce week-end à travers des tags antisémites. Voilà, dans un instant, la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire. A tout de suite.